Bonjour à tous. Alors Mike, c'est le fondateur de la société Sales Outsourcing Services. Il a fondé cette société il y a 2 ans et demi environ. L'objectif de cette société, enfin la vocation de la société, c'est d'accompagner des entreprises dans la génération de revenus. Et très concrètement, Mike, c'est un super business développeur pour des sociétés qui n'ont pas la volonté de recruter une force de frappe pour la distribution commerciale de leur activité. Donc, il accompagne essentiellement des fintechs et il aime bien préciser qu'il s'intéresse à la deep tech. Mais concrètement, les conseils qu'il pourra nous donner aujourd'hui s'adaptent à toute typologie de société et de secteur d'activité. Il est dans la même situation que probablement pas mal d'entre vous, parce qu'il a accompagné un peu plus de 12 clients et en gros, il y en a la moitié pour lesquels ces projets ont été mis en suspens. Donc, j'espère que ces retours d'expérience sauront vous servir. À toi, Mike. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Village, pour me donner cette opportunité de partager un peu mon expérience avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions et puis je vais essayer d'être le plus proche de ce que c'est un entrepreneur au day-to-day. Donc, voilà, comme disait Amélie, moi, mon job au quotidien, c'est avec Sales Outsourcing Services, c'est on externalise la fonction commerciale et on vient apporter un soutien pour essayer d'expliquer aux entrepreneurs. Donc, on n'a que des startups, principalement fintech, mais on fait que des startups qui viennent nous poser la question et nous disent, voilà, est-ce que vous pouvez nous aider pour comment générer des revenus, comment améliorer notre situation financière, comment avoir plus de clients, comment générer des funnels de leads, des funnels commerciaux, etc. Donc, en fait, ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui, c'est plus précisément, c'est sur ces 3 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que nous, on a dû faire pour nous-mêmes et qu'est-ce qu'on a dû faire aussi pour nos clients. Donc, c'est vraiment l'objectif. Et donc, pour splitter cet objectif, je vais vous proposer 3 étapes importantes. Donc, je pense qu'on a tous été confrontés à ça. La première étape, c'est quand on se retrouve face à une situation de crise, la situation de crise vous impose d'avoir une première réflexion sur votre produit et sur votre service. Et donc, votre produit et votre service, il est potentiellement adapté ou inadapté à la situation. Donc, il y a une vraie réflexion avant tout de se poser cette question et de se dire est-ce que ce que je propose au marché, est-ce que ça existe? Donc, est-ce que j'ai un product market fit? Et donc, la crise, elle vient perturber cet équilibre. Et en perturbant cet équilibre, soit notre produit n'est pas en adéquation avec le marché, soit le marché n'est pas en adéquation avec notre produit. Et donc, ça, c'est vraiment la toute première question que tous les entrepreneurs se posent. Moi-même, je me la suis posée et nos clients nous l'ont posée. Et donc, je vais essayer d'apporter quelques réponses et quelques exemples précis pour vous montrer qu'il y a des idées, il y a de la créativité, il y a de l'innovation. Et c'est vraiment le fondamental. Donc, quand on se pose cette question de savoir comment on adapte notre business, il y a 2 points importants. Donc, les 2 points importants, ce sont les suivants. La première chose, c'est est-ce que la crise me favorise? Donc, il y a plein de startups ou plein d'entrepreneurs qui se retrouvent dans des situations où finalement la situation de crise joue en leur faveur. Donc, hier, je produisais des masques, l'exemple le plus bateau. J'ai une demande qui devient très forte. Comment je gère cette gestion de croissance? Donc, ça, c'est une vraie question. Il y a une partie qui est de l'autre côté, qui est une partie négative. Tous les malaises infirmes, j'ai plus la possibilité d'avoir de clients. Donc, c'est 2 situations qui sont différentes, mais à ces 2 situations, il y a des réponses. Donc, prenons le premier cas. Je suis impacté positivement. Donc, on va prendre l'exemple. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le digital, il y a des gens qui sont spécialisés dans la traduction digitale. C'est un des exemples que je peux vous donner. Dans cette situation à proprement parler, le fait est que la demande, elle vient se démultiplier. Donc, j'avais 10 clients hier, j'ai 250 demandes en une seule fois. Donc, comment je vais gérer cette situation-là? Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, il va falloir gérer, face à une situation positive, l'afflux de demande. Donc, la réaction automatique à ça, la première chose, c'est se concentrer sur un produit ou un service. Donc, si dans ma gamme de services, j'en ai plusieurs, mais je vais en faire qu'un seul. C'est celui qui marche le mieux parce que là-dessus, je vais pouvoir focuser toutes mes ressources sur cette partie-là et répondre au mieux à la demande. Donc, ça, c'est la première chose que les gens font. La deuxième chose, c'est que le fait qu'on soit aussi tous en remote un peu partout, ça nous force à travailler en partenariat, donc d'aller les uns vers les autres. Et donc, de facto, la structure qu'on va mettre en place, c'est une structure où on va aller chercher de plus en plus de partenaires pour leverager sur cette dimension. Donc, quand je dis leverager sur cette dimension, c'est dire, aller voir chez un client quel est le client supplémentaire qui va pouvoir m'apporter. Je vais vous prendre un exemple très précis. Donc, un de nos clients fait du paiement digital. Donc, il insiste
sur le fait qu'il a une solution qui permet d'être contactless. Son besoin numéro un, est-ce que son besoin répond au marché? Oui, tout le monde cherche du contactless. La problématique qu'il va avoir, c'est pour y répondre, c'est d'aller vite au marché. D'aller vite au marché, c'est d'avoir un certain nombre de communautés d'utilisateurs qui viennent sur sa plateforme. Le moyen utile de le faire, c'est de faire un partenariat parce qu'il y a des gens qui ont déjà une communauté et d'apporter la communauté directement sur la plateforme, ça va aider à aller plus vite au marché. Donc, ça, c'est la base de quelqu'un qui est dans une situation qui est positive. Donc, il a une situation positive. Comment on gère une situation positive? On va se concentrer sur un produit ou un service et pousser à fond sur ce produit ou ce service-là. Et un des moyens pour aller plus vite, c'est d'aller directement vers des partenariats. La deuxième chose qui est super importante aussi pour nous tous entrepreneurs, c'est de dire que dans ces moments-là, on va se retrouver des fois submergé par la demande. Et donc, il y a une question qui arrive, c'est de se dire, est-ce que je dois prioriser? La réponse à ça qu'on a vu dans les 15-20 derniers jours, c'est dans une situation de crise, on fait exactement l'inverse d'une situation qui n'est pas en crise. Dans une situation où on n'est pas en crise, on va prioriser en disant, voilà, celui-là, il est plus important, plus petit, on va refuser des demandes, accepter des demandes. Dans une situation de crise, on accepte tout. On accepte tout et on gère ensuite des délais. Donc, c'est vraiment la vraie problématique, c'est de prendre le maximum et ensuite de gérer une situation qui arrive après. Pourquoi? Parce qu'en faisant de la sorte, on a quand même une fidélisation du client, on a une communication avec une clientèle et on permet d'augmenter son funnel de revenus. Donc, là, je viens de traiter un petit peu la partie positive, un peu courte, mais c'est la partie positive. Prenons la dimension d'une partie négative. Et là, je vais vous donner d'autres exemples. On a un client, qu'est-ce qu'il fait? Lui, son objectif, c'est il livre des snacks bio aux entreprises. Donc, toute l'année, il cherche des clients qui ont des tailles de sociétés différentes et il livre des box, des grosses boîtes avec des snacks directement dans les bureaux. La problématique arrive, le marché disparaît. Donc, le marché disparaît pourquoi? Parce que tout le monde travaille remote, donc il n'y a plus la possibilité d'aller dans cette entreprise. De facto, son business il est arrivé de gérer un revenu de X qui était extrêmement élevé à zéro. Donc, qu'est-ce qu'il a réfléchi comme solution? Il a réadapté son offre et il a proposé de livrer les snacks au lieu de livrer aux entreprises directement chez les salariés. Donc, de facto, il y a une petite complexité à mettre en place, c'est-à-dire comment on va livrer au lieu de livrer en une fois, on livre en 200 fois, 300 fois, 400 fois. Mais cette proposition de valeur sur son adaptation de son business lui a permis son produit était bon, de se décaler sur un marché et d'avoir une situation qui était exactement ce que le marché demande en situation de crise et lui permettra aussi de générer du revenu. Donc, l'idée fondamentale, c'est que dans une situation de crise, la première question à se poser, c'est est-ce que mon business il est adapté au marché? C'est est-ce que j'ai toujours cette relation de product market fit qui est, tout le monde connaît, mais c'est vraiment la base de la base. Donc, là-dessus, il y a plusieurs types de solutions. Soit on est dans une situation positive, et dans une situation positive, il faut savoir gérer cette situation et continuer sur des anticipations en faisant du partenariat, c'est extrêmement important. Et dans la situation négative, il va falloir repenser son business pour adapter sa solution au marché de crise. Évidemment, il y a la troisième situation, et je vais prendre la troisième situation, c'est dans le cas où on est dans une situation négative, mais l'adaptation au marché n'est pas possible par rapport à ce que je fais aujourd'hui. On prend l'exemple de gens qui ont des plateformes. Donc, il y a plein de plateformes, par exemple, où on va faire une marketplace pour mettre en relation un petit commerçant avec une communauté. Donc, prenons l'exemple de gens qui la possibilité, avant, quand j'allais chez mon coiffeur, je réservais mon salon de coiffure. Les salons de coiffure sont tous fermés, résultat, il n'y a plus rien. Donc, on n'arrive pas à faire de marché. Même dans ces situations-là, des clients, on est arrivé sur un niveau d'innovation où ils sont allés ouvrir une chaîne YouTube pour former leur clientèle à comment on se coupe les cheveux à distance. Donc, c'est toujours le concept, c'est d'entretenir cette communauté. Est-ce que ça, c'est un revenu direct en faisant de la formation online? Non. Par contre, ce que ça vous garantit, c'est de garder vos clients quand la crise va se terminer, parce qu'elle va se terminer un jour. Donc, il y a vraiment trois types de cas de figure. Il y a le premier cas de figure où on est positif, il faut le gérer de certaine manière. Il y a les cas de figure où on est dans une situation où on est impacté négativement. Dans l'impact négatif, il y a une solution en faisant un tweet sur son business, donc en orientant une clientèle directe au lieu de l'orienter de manière indirecte. Il y a une troisième situation où on est complètement impacté. Et là, dans ces cas-là, le point numéro 1, c'est de continuer sa communication et continuer à être proche de son client. Donc, voilà. Donc là, j'ai abordé le premier point qui me paraît assez important, c'est l'adaptation du business. Quand on adapte une business, on arrive à avoir une solution qui peut être un produit ou un service.
Et le fait d'avoir un produit ou un service nous permet d'aller au marché. Si on ne fait pas cette étape au préalable, la croissance, la génération de croissance ne va pas être possible parce qu'on n'arrive pas dans un problème Sonville et on n'apporte aucune solution au marché. Donc, il faut vraiment avoir cette phase de réflexion. Je pense que vous avez dû tous l'avoir. Et l'intérêt aussi majeur, c'est d'avoir un partage et un échange de plus en plus important parce qu'il y a des choses qui se font dans tous les pays du monde. Et c'est en regardant ce que chacun fait qu'on arrive à s'inspirer et nous aussi reproduire. Et ce n'est pas que de reproduire à l'identique ce qui se passe ailleurs. Vous aurez toujours votre touche personnelle et ça fonctionne. Donc, il faut le faire. Donc, les échanges qu'on a avec nos clients, c'est ce que ça nous apporte. Et nous-mêmes, en tant que Sales et Outsourcing Service, on fait aussi cette même démarche. Donc, on va basculer sur une offre où nous, on n'était plus sur des offres de direct sales où on faisait du cold calling chez les clients. On est allé sur des offres de digitalisation où on va faire des campagnes, donc marketing, des campagnes LinkedIn. Donc, on va tweeter aussi ce type de solution pour toujours, de manière constante, continuer à être proche de nos clients et proche de nos prospects. Maintenant que j'ai dit ça, je vais aborder deux autres points aussi qui me paraissent importants. C'est les deux axes que tout le monde réagit en vente. Donc, en vente, on a toujours deux aspects. Comment on va gérer du revenu, gérer plus d'argent, générer plus d'argent. On a soit une base client, soit une base prospect. Donc, la première chose qu'on fait en situation de crise, c'est sécuriser ses clients existants. C'est le fondamental. Donc, on est tous passés par l'épreuve de dire, voilà, j'ai 100 clients et aujourd'hui, j'en ai combien en réel. Donc, dans notre cas précisément, on est passé d'une base de clients, on avait 12 clients qui étaient actifs, à 4 clients qui sont devenus actifs, et dont 4 qui sont en suspens et 4 qui sont dans une phase difficile. Pourquoi? Parce que leur business model, l'adaptation de leur business model n'était pas aussi facile que ça, et les problématiques de trésorerie étaient difficiles à affronter. Sur les clients qu'on a, qu'est-ce qu'on a essayé de faire dans la phase 1? C'est regarder le panel client, vérifier avec eux les différents stages où ils se situent, ces clients-là. Pourquoi? Parce que le stage de situation, ça veut dire, est-ce qu'il y a un potentiel de lui vendre plus? Et la première chose qu'on fait en situation de crise, c'est d'essayer de faire payer les clients fidèles. Un client qui est fidèle, un client qui a été satisfait par votre service, en phase de crise, ses besoins augmentent. Donc, si ses besoins augmentent, il faut être à son écoute, il faut lui poser des questions, il faut engager des relations avec lui, et c'est en insistant sur sa base client qu'on va augmenter le potentiel de votre pipeline sur les clients existants. Donc, l'upsell, c'est extrêmement fondamental. Et dans une phase d'upsell pour la qualification de ces clients, il faut mettre en place un process qui est extrêmement clair, qui existe sur différentes terminologies, mais de manière générale, il y a toujours 4 étapes qui interviennent. Soit avec votre client, vous êtes en phase de démo, donc vous êtes en phase de compréhension, est-ce qu'il a besoin de plus ou pas de plus? C'est une phase de qualification par rapport à ça, donc ça c'est la phase 1, ce qu'on appelle le démo stage. Soit vous êtes en phase de shortlist, vous avez identifié un besoin, mais vous ne l'avez pas encore qualifié suffisamment pour mettre un prix à votre service. Donc, je sais que le client 1 a le besoin d'avoir un peu plus de mon service digital, de mon service X, Y ou Z, mais combien il en a besoin, je ne sais pas. Donc, je vais avancer dans ce process de shortlist. Ensuite, il y a le process de verbal agreement. C'est est-ce que j'ai eu la validation de dire oui, il veut mon service. Et la dernière phase, évidemment, c'est la phase de contractualisation. Et donc là, on passe sur les parties juridiques. Dans toutes ces phases-là, il y a des choses importantes à avoir dans chacune des phases. Dans une phase qui est une phase early stage, donc une phase de démo ou de shortlist, le plus important, c'est d'avoir de l'empathie avec le client. L'empathie, c'est se concentrer sur quel est le problème du client et essayer, sans appuyer sur son pain point, essayer de lui faire comprendre que je comprends son problème. Donc, que je suis la personne qui va résoudre ce problème. Certes, j'ai une relation historique, mais je veux aussi la renforcer, cette relation historique. Donc, je vais insister sur ce point-là et être en empathie avec mon client. La phase qu'on va passer sur la partie verbal agreement, qui est la phase hot du process. Dans cette phase-là, il faut toujours faire ressentir au client qu'il a un good deal. Un good deal, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée que moi je lui apporte pour l'argent qu'il me donne, il en est content. Donc, est-ce que j'en ai pour mon argent? Typiquement, le cas typique, c'est est-ce que le service que je fournis aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre un premium? C'est la question que souvent les gens posent en disant, voilà, je suis en situation de crise, je suis le seul à proposer, est-ce que je vais faire un premium? De manière honnête, plein de gens ont tendance à le faire. Je fais partie des gens qui déconseillent cette approche de faire payer un premium dans cette phase. Ce que j'ai tendance à conseiller, c'est d'inscrire un client dans la durée. Au lieu de faire payer un premium sur un montant plus élevé, c'est de demander au client un engagement plus long sur la fourniture de services
ou un engagement dans la durée, c'est d'avoir un side effect. Donc, le side effect, c'est je vends mon service au prix où il est actuel, mais je lui demande d'avoir plus de fonctionnalités, un testimonial, leverager sur avoir une information qui va vous permettre de donner de la confiance à d'autres personnes. Pourquoi c'est extrêmement important cette phase-là? Parce que si vous faites cette phase-là, vous allez recueillir du testimonial. Le plus de testimonial vous allez avoir, le plus dans la phase de prospection derrière, vous allez pouvoir engager et dire au client, j'ai fait ça chez quelqu'un et d'ailleurs, il était content de mon service. Si vous avez cette relation-là, vous allez générer encore plus de revenus. Donc, ça, c'est vraiment les points fondamentaux. Donc, dans les phases commerciales avec les clients existants, il faut écouter. Donc, écouter, poser des questions. Donc, pas proposer sa proposition de valeur, mais plus comprendre son problème que d'essayer de lui dire, voilà, j'ai une solution. Cette partie-là, elle va très vite parce que plus vous allez insister sur le problème du client, plus lui-même va vous donner la solution. Et plus vous allez voir que la solution qu'il va vous donner va être à l'identique que là où vous allez l'amener. Pourquoi? Parce que vos questions doivent être systématiquement orientées vers ce point-là. Donc, vous devez collecter le maximum de pain points sur la phase du client. Et en collectant les pain points, vous allez trouver des solutions et essayer d'avancer sur cette partie-là. Évidemment, il faut toujours créer, dans une phase de crise, créer ce caractère urgent. Les gens savent qu'on a envie de sortir de cette crise. Votre solution, elle est pour cette phase-là. Donc, si le client a besoin, il faut créer ce caractère d'urgence pour l'inciter à prendre la décision dans un moment rapide. Vous comprenez, monsieur le client, j'ai 15 demandes en ce moment, donc il faudrait faire ci. Vous devriez faire ça parce que le marché va changer. Vous avez une opportunité pour telle et telle raison. Donc, créer ce critère supplémentaire qui est le critère de dire l'urgence. Donc, ce que je pense important de retenir dans ce que je viens de dire sur cette phase de client, c'est qu'une fois que vous avez adopté votre produit, la phase numéro 2, c'est la phase de se concentrer sur votre base de clients existants parce que c'est là où le potentiel est le plus fort. Les clients qui sont avec vous, c'est des clients qui sont dans le besoin. Donc, si c'est dans le besoin, c'est le moment donné où il faut générer ce pain point et générer ce revenu additionnel. Je vais aborder maintenant le dernier point qui est comment on va faire pour continuer à avoir des nouveaux clients, des nouvelles situations de potentiel de vente. C'est la partie prospection. Pour ça, aujourd'hui, il faut être conscient qu'il y a une chose qui a changé, c'est majeur. Cette chose qui a changé, c'est au bénéfice de la plupart des startups et des techs. Pourquoi? Parce que tout le monde va sur le web. Aujourd'hui, le flux Internet, c'est le flux le plus demandé. Aujourd'hui, faire un webinar, c'est normal. Faire un Instagram, c'est normal. Faire une vidéo, c'est normal. Communiquer sur LinkedIn, c'est normal. Communiquer sur les réseaux sociaux, c'est normal. Donc, la chose qui se passe, c'est qu'il va falloir avoir certains points, certains basiques à valider. Et les basiques à valider sur les parties digitales, ce sont des valeurs humaines qu'on a nous-mêmes quand on agit en face-to-face, mais c'est des choses qu'on va retrouver dedans. Et c'est quoi? C'est la première chose, c'est la crédibilité. Donc, la crédibilité, c'est la reconnaissance de votre marque. C'est est-ce que le nom que vous avez dans votre marque, c'est bien ce que vous faites? Donc, il va falloir avoir un message clair sur qu'est-ce que je fais correspond à ce que je fournis comme solution. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la confiance. Pour faire un deal et pour amener quelqu'un à apprécier sa solution, il faut créer cette relation de confiance. Cette relation de confiance, elle se crée comment? Elle se crée majoritairement par une approbation de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire de dire à quelqu'un, fais-moi confiance, j'ai la meilleure solution, personne nous écoute, sauf si vous êtes monsieur X ou Y. Mais sinon, la manière la plus facile, c'est de faire parler un de vos clients, de faire parler à quelqu'un de votre entourage, de demander à quelqu'un de porter la bonne parole pour vous. Donc, c'est pour ça que dans la phase 1, si vous avez des clients existants, c'est un testimonial. Un testimonial, ça se réutilise. C'est une confirmation d'information. C'est ce genre d'informations qui sont extrêmement importantes. Et le troisième point qu'il faut rajouter à ça, c'est l'innovation. Donc, l'innovation, c'est dire j'ai une solution qui est innovante, et il va falloir éduquer son client. Donc aujourd'hui, la plupart des gens dans le B2B qui n'ont pas l'habitude d'utiliser tous ces outils se retrouvent un petit peu perdus. Il va falloir les mettre en situation dans laquelle ils vont se sentir confortables. Donc, le moyen de se sentir confortable, c'est d'éduquer, expliquer, communiquer, donc continuer. Donc, la présence sur les réseaux sociaux, la présence sur les différents canaux de distribution, il faut être là. Donc, c'est extrêmement important d'augmenter sa présence par rapport à l'habitude sur la partie digitale. C'est extrêmement fondamental parce que c'est le canal de communication qui est le seul qui existe. Maintenant, je vais vous donner 2-3 petits exemples, 2-3 petits tips qui sont extrêmement intéressants.
Donc, nous, par exemple, dans notre activité, on fait beaucoup de cold calling. Donc, cold calling, basique, on a une liste avec des numéros de téléphone et on passe et on appelle les gens. Aujourd'hui, pour appeler ces gens-là, ça devient très difficile parce que les gens ne répondent pas au téléphone, souvent parce que c'est au bureau, ils sont sur leur mobile. Les numéros mobiles, on ne les a pas forcément. Par contre, quand vous faites une campagne digitale et quelqu'un réagit, si vous l'appelez, vous constaterez que cette personne-là, elle est beaucoup plus réceptive qu'avant. Parce que la distanciation sociale, comme elle existe aujourd'hui, fait que chacun se retrouve chez soi. Et le fait d'échanger avec quelqu'un, c'est un vrai plaisir. Donc, ce vrai plaisir, les gens vont le faire. Alors qu'avant, quand on faisait un appel, les gens étaient submergés d'appels. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Donc, une des choses importantes à faire, c'est structurer sa digitalisation. Et une fois qu'on a provoqué le contact, donc l'objet de la digitalisation, c'est vraiment d'avoir un numéro de téléphone, d'avoir un contact de quelqu'un pour engager une phase téléphonique. Dans la phase téléphonique, vous verrez la différence. La différence, elle se fait tout de suite parce que les gens sont à l'écoute, les gens sont disponibles, les gens ont envie d'échanger en partageant, en empathie et vont vous aider à avancer dans ces solutions-là. On a fait l'expérience avec nos clients et ça marche. Donc, je pense que c'était intéressant de le partager. Dans la matière, dans le dernier point que je vais faire, et puis après, je serai ravi de répondre à vos questions, c'est sur la partie éducation. Donc, éducation, ça veut dire quoi? Éduquer un client, c'est avoir un site Internet qui est solide. Donc, un site Internet qui peut être un one-pager, qui peut être avec plusieurs onglets. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le message soit clair et que les gens vous reconnaissent dans votre image, dans votre corporate image. Quelque chose qui communique à quelqu'un, qui prenne du temps, que ça soit structuré de manière intelligente. Ça, c'est la chose indispensable. C'est la phase 1. La phase 2, aujourd'hui, les recherches que les gens font sont majoritairement sur Google ou sur un moteur de recherche, sans faire de pub à Google. Mais quand on fait un moteur de recherche, c'est basé sur quoi? C'est basé sur du SEO. Donc, Search Engine Optimization, je pense que tout le monde le sait. Mais cette partie-là, elle va devenir de plus en plus importante. Parce que quand on recherche quelque chose, quand on recherche un besoin, c'est la première chose qu'on fait, c'est d'aller sur Google. Donc, sur cette partie-là, faites un effort sur votre site Internet, mettez vos mots-clés pour être sûr qu'on puisse vous trouver. Donc, montrez cette visibilité-là. Engagez-vous sur les réseaux sociaux, que ce soit celui qui correspond le plus à votre target. Si vous êtes sur du B2B, comme c'est mon cas, on va être plus engagé sur un réseau comme LinkedIn. Si vous êtes sur du B2C, ça va être plutôt un réseau Facebook. Ceci étant, le Facebook est aussi fortement sur du B2B. Vous avez aussi des canaux de distribution YouTube, vous avez aussi des canaux de distribution comme Twitter, vous avez aussi comme canal de distribution Snapchat, TikTok, etc. À vous de voir quelle est la cible de social media qui est la meilleure, mais soyez présents. Parce que ça, c'est important. Tout le monde y va. Donc, en ce moment, on observe un flux massif de gens qui vont vers la canal de distribution. Et il y a deux questions qui se posent toujours les mêmes. C'est est-ce que je publie peu et de qualité ou je publie beaucoup? Il n'y a jamais de vraie réponse. Ça dépend de votre business, ça dépend de votre audience, ça dépend du taux d'engagement. Donc, il faut analyser un peu la donnée et fonction de l'un ou de l'autre, à vous de choisir. Mais soyez présent dans tous les cas. Que ce soit faible ou pas faible, il faut faire l'effort sur cette partie-là. Et le dernier point sur lequel je vous encourage à faire, c'est engagez-vous, engagez avec les clients. Le plus vous allez en interaction, le mieux vous serez. Ça veut dire quoi concrètement ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que quand on est à distance, on a l'impression de ne pas avoir les moyens de pouvoir faire les choses. Ce n'est pas parce qu'on est en situation de crise ou en situation pas de crise. Il n'y a rien fondamentalement qui va changer dans le business. C'est un tool supplémentaire. Les gens travaillent. Donc, il faut engager. Il ne faut pas avoir peur de dire aux gens ce qu'on pense. Il ne faut pas avoir peur de communiquer. Il faut continuellement aller dans l'engagement et pas de se dire que c'est un problème. Même si vous avez juste à raconter la crise, l'impact sur vous-même, les gens vont se reconnaître. Tout le monde a la même problématique. Le fait d'avoir une reconnaissance de quelqu'un permet l'engagement et les gens seront à votre écoute. Donc, voilà ce que grosso modo j'avais à dire sur ces parties commerciales. Donc, je vais juste résumer en 2-3 mots. Donc, les phases importantes, c'est adapter votre business, donc écouter la crise. Si vous n'êtes pas capable d'adapter le business pour la crise, communiquer avec vos clients et préparer comment demain pourra être fait. Comment on prépare demain? C'est un changement qui est majeur, c'est cette digitalisation et qui est au bénéfice, je l'espère, pour beaucoup d'entre nous sur la partie startup. Donc, c'est quelque chose qui est important. On est un peu plus fort sur ces parties-là. Donc, il faut engager. Donc, il faut engager de plus en plus sur ces parties-là. Si vous avez des questions, numéro 1, c'est se concentrer sur les clients existants, essayer de faire des upsells sur les clients existants parce que vous verrez que c'est fort possible. Et si vous avez un doute,
là-dessus. Appelez vos clients, posez des questions, demandez-leur leurs problèmes. Le plus de questions vous allez leur poser, le plus d'empathie vous allez avoir, le plus de collection de leads vous allez récolter. Et quand vous avez un lead, n'ayez pas peur d'engager sur ce lead. Jusqu'au bout, ne lâchez pas prise sur un lead. Les gens ont besoin de quelque chose, les gens ont envie d'écoute et les gens ont besoin d'interaction. Donc, voilà en gros ce que j'avais à vous raconter sur ma partie. Et je pense que j'ai tenu à peu près un peu plus que ce que j'avais prévu. Et je serais ravi de prendre vos questions maintenant. Ok, merci beaucoup Mike. Super clair. Merci d'avoir pris le temps de récapituler aussi ce que tu nous as dit. Ce qui est top, c'est que je vois que tu as pas mal répondu aux questions qui étaient posées. Donc, excuse-nous d'avance s'il y a un peu de redite, mais je vais quand même les poser parce que je pense que c'est important, peut-être qu'on revienne dessus. On a notamment une question d'Anaïs qui nous demande comment aller chercher de nouveaux clients dans le cas où tous nos clients sont en arrêt. Ok. C'est une très bonne question. Après, sans connaître le cas précis, c'est difficile de répondre aussi pointu. Mais la principale chose à faire, encore une fois, c'est de dire si vos clients sont à l'arrêt, c'est analyser pourquoi ils sont à l'arrêt. Ils ne sont pas forcément 100% à l'arrêt. Donc, on va prendre un exemple simple. On a pris l'exemple tout à l'heure des coiffeurs. Donc, tous les coiffeurs sont à l'arrêt, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas joignables. Donc, ça veut dire qu'il faut continuellement communiquer avec eux, essayer de comprendre leurs besoins, engager avec eux. Et en écoutant les gens, vous verrez que les problèmes vont sortir. Des gens vont vous dire bon, moi, j'ai mon salon de coiffure. Et pour le monde pour après la crise, je me pose la question de me dire qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois continuer sur telle offre? Est-ce que je dois continuer sur telle chose? Et c'est en ayant ces opportunités-là que vous allez potentiellement créer de la valeur ou créer un besoin qui n'existait pas forcément avant. Donc, pour répondre précisément à cette question-là, la seule chose que je peux dire, c'est que ce n'est pas parce que les clients sont à l'arrêt qu'ils sont absents. Les gens existent. Derrière un business, il y a toujours des humains. Donc, il faut engager avec ces humains, les écouter, comprendre. Et là, vous allez voir des perspectives. Et la deuxième réponse que je donne, c'est que ce n'est pas parce que votre cible client aujourd'hui n'est pas captive que votre produit, vous ne pouvez pas l'orienter différemment pour élargir le marché que vous avez initialement. C'est le cas typique d'un client A qui je le servais juste je lui fournissais juste un service de digital pour lui, mais aujourd'hui, comme il est à l'arrêt, il n'a plus besoin de digital. Mais la réalité, c'est qu'il ne fait pas que du digital, il a besoin aussi de faire du calling. Et je vais l'appeler, mais il ne savait pas que j'avais tel service et je n'aurais jamais pensé que. Donc, l'engagement, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Ok, merci. Je pense que ça répond aussi à la question qui nous demande, quand les clients vous disent que ce n'est pas le moment, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, tu nous préconises effectivement le dialogue, l'empathie, l'engagement. Oui. Ok. On a une question, Patricia, qui souhaiterait être réconfortée dans la stratégie qu'elle a mise en place. Et elle nous dit, pour fidéliser nos clients, nous avons préféré proposer des mini-formations gratuites dans une logique de solidarité. Donc, elle s'adresse à des fleuristes qui sont fermés, mais qui ont du temps, du coup, pour mettre à niveau leur logiciel. Et donc là, elle nous demande si c'était la bonne stratégie. Oui, c'est une très bonne stratégie. Maintenant, c'est toujours le fait d'avoir une relation avec le client et en lui proposant du gratuit, ça aide. La question qu'il faut aussi se poser, c'est de savoir si les clients ne pourraient pas payer pour ça aussi. Donc, il faut aussi essayer d'exposer la problématique. Donc, je comprends clairement que c'est important dans cette phase-là d'avoir une phase sociale et d'aider les autres de manière complètement gratuite. Mais dans le phase gratuit, on peut toujours trouver comme un modèle freemium avec je propose ce service, mais juste à hit, c'est gratuit. Puis s'il y a un intérêt, ça devient payant parce qu'il y a une valeur ajoutée. Donc, il faut vraiment essayer d'aller comprendre. Et on pourrait être surpris de voir que dans cette phase difficile, la personne se plaint, mais il y a quand même une opportunité, il y a quand même un budget, il y a quand même quelque chose. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est quand même d'aller un tout petit peu plus loin que juste la démarche qui est celle-ci et d'aller poser la question. Pour la question fondamentale, c'est de dire est-ce que ce que je vous fournis là, c'est de la valeur ajoutée? Et c'est en fonction de savoir si on a la réponse sur la valeur ajoutée qu'on sait si on peut mettre un prix ou pas. J'ai envie de vous donner un autre exemple. J'en profite, Amélie, de la question, pour vous donner un autre exemple qui peut être hyper intéressant pour certains. J'ai été confronté à un cas dans un autre webinaire où ce n'est pas moi qui intervenais, mais je trouvais ça super intéressant. Et il posait la question, c'est une agence de voyage
Et l'agence de voyage disait, voilà, moi, j'ai mon business qui est complètement down et plus personne, tout est en annulation, je ne sais pas quoi faire. Donc, et la réponse qui a été donnée à cette problématique, c'est dire, mais écoutez, madame, vous savez, la crise va repartir. Faites un discount sur votre prix pour quelqu'un qui réserve maintenant dans le plus tard. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'être obligé de se forcer à dire des fois, c'est comme sur les marchés financiers, on vend des futurs. Et aujourd'hui, si vous achetez un voyage aujourd'hui pour dans 6 mois, vous le paierez moins cher. Il y a des gens qui vont venir. Et donc, vous, ça peut vous aider sur la trésorerie. Donc, il y a des gens dans cette phase de crise qui ont du cash, donc, qui ont de l'argent à dépenser. C'est une réalité. Donc, il faut essayer d'aller la chercher si c'est possible. Voilà, c'est juste une parenthèse. Super, ça répond aussi du coup à la question de Christophe, peut-être que tu voudras élaborer un petit peu plus. Bonjour, quid du pricing? Est-ce qu'il faut casser les prix? Est-ce qu'il faut casser les prix en ce moment? Donc, je pense qu'il y a de manière générale une réflexion à avoir autour du pricing, Ouais. que ça soit en upsell ou en diminution de coût ou en gratuit. Oui, je pense que les modems freemium marchent bien. Il faut juste avoir une communication. C'est vraiment dans la compréhension du client et du modèle qu'on va y mettre derrière. Si vraiment il y a de la valeur ajoutée, il n'y a pas de raison de le faire gratuit. Le prix n'a jamais été la valeur qui met la décision. Le prix dans tous les business models, c'est ce qui permet de donner ce 2% final qui fait tourner la décision. Mais la valeur ajoutée, si elle est vendue correctement, le prix n'est pas la problématique. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Aujourd'hui, on utilise Zoom. Il y a plein d'outils gratuits. Et pourquoi on utilise Zoom? Parce que c'est celui qui peut-être marche le mieux. Alors qu'il y a des tonnes d'outils gratuits qui sont sur le marché. Et pourtant, on continue à payer un Zoom qui coûte un peu plus d'argent. Pourquoi? Parce que c'est stable et ça fonctionne. Donc, quand la valeur ajoutée est démontrée, les gens sont prêts à payer. Et ce n'est pas parce qu'on est en crise que ça change. Et comment tu l'abordes, cette question de valeur ajoutée avec tes clients? Est-ce que tu y vas de façon assez cash? Est-ce que c'est lors des discussions que tu as avec eux par téléphone? Est-ce que tu fais un sondage par email? Je pense que le sondage par email, c'est une très très bonne chose parce que ça permet d'avoir un premier filtre de gens qui sont réceptifs. Parce qu'il est évident que quelqu'un qui est agacé et qui est dans cette phase où il se pose la question s'il va licencier, s'il n'a pas d'argent dans le compte bancaire, c'est très difficile de le faire parler. Donc, de faire un premier filtre par emailing ou par sondage, ça permet d'avoir des gens qui ont besoin. Et ensuite, la manière cash, c'est jamais une bonne chose. La manière de poser une question, donc voilà, si je faisais ça, est-ce que ça vous apporterait ça? Le fait de faire ça, ça vous sert à quoi exactement? Et quel est le bénéfice pour votre entreprise? Et comment vous voyez? Donc, c'est vraiment dans la question de comprendre le comment et le pourquoi que la réponse va arriver naturellement. Donc, typiquement, je reprends l'exemple de Zoom, mais si quelqu'un dit, voilà, si je vous mets l'outil à disposition, vous pensez qu'il y aurait combien d'utilisateurs? Si la personne répond, tous les utilisateurs de l'entreprise, la valeur ajoutée, elle est énorme. Donc, si elle est énorme, c'est que le besoin il est fondamental. Si le besoin il est fondamental, il y a forcément un prix. Donc, il faut avoir cette logique. Et après, évidemment, c'est du common sense, hein, je dirais. Hein. Donc, il y a des moments donnés, il faut savoir aussi lâcher. Hein. Mais il faut quand même essayer. On est tous dans des situations, en tant qu'entrepreneur, des situations qui sont difficiles et on ne peut pas donner tout gratuit. On ne doit pas être celui qui doit subir le plus. On doit obligé d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant, il faut poser des questions et essayer d'insister au maximum pour avoir quelque chose. Ok, merci beaucoup. J'ai une question. Là, on parle d'outils. Donc, une question qui vient de Thomas. Hello, je suis seule dans ma startup à gérer le marketing plus une partie du commercial, Ouais. ce qui est cool, prenant. J'ai quand même du mal à suivre mes leads, notamment quand l'échange dure dans le temps et particulièrement en ce moment. J'utilise HubSpot pour me mettre des alertes, mais as-tu des tips pour faire un follow-up intelligent? J'ai l'impression de passer à côté des opportunités ou en tout cas de ne pas les maximiser. Ok. Alors, sur les tools, moi, je vais faire un tout petit peu de pub pour un gars parce que je trouve que c'est super bien. Il est en France, il s'appelle Jean-Luc Rast. C'est une marketplace et je pense que c'est vachement sympa. Il s'appelle John Secret. Donc, honnêtement, j'ai aucun intérêt financier et je le connais juste par LinkedIn, le gars. Donc, c'est vraiment un partage open. Il a créé un site qui s'appelle John Secret. John Secret, c'est quoi en gros? C'est lui, il va chercher tous les outils et il les met à disposition avec pas mal de tarifs préférentiels pour toutes les startups.
Donc, c'est genre du 50%, un an gratuit, 3 mois gratuits, ce genre de choses. Et c'est vachement sympa. Il y a beaucoup de tools là-dessus qui permettent de faire les mêmes choses. Typiquement, voilà, tu fais les mêmes choses que HubSpot, tu es quand même une grosse machine. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, il y a plein d'outils. Alors maintenant, pour faire le suivi, tout dépend la masse, la suivi des leads, tout dépend la masse qu'il y a. Ce qui est intéressant de faire, si vous êtes sur de la masse assez importante, pour gérer du lead et faire du follow-up correct, c'est utiliser une méthodologie qui s'appelle le MQL. MQL, ça s'appelle le Minimum Qualified Leads. Et c'est d'être capable d'associer à chaque interaction avec son client un point, un nombre de points. Donc, si le client il a cliqué 2 fois quelque part, s'il a ouvert un email, s'il a ouvert ci, s'il a ouvert ça, on va associer des points. Donc, c'est 2 points pour un clic, 3 points pour quelque chose, etc. Et de cette manière-là, ça va filtrer le nombre de leads qui est énorme. À partir d'un market qualified lead T à 100, par exemple, eh ben, celui-là, je l'engage directement au téléphone. Donc, ça permet de prioriser. Donc, dès qu'on est sur des problématiques qui sont est-ce que je fais bien mon follow-up ou j'ai une problématique, je passe à côté de choses, il faut quantifier au maximum les choses et être capable de les prioriser ensuite. Donc, en faisant cette méthodologie-là, vous allez y arriver. Dans HubSpot, c'est possible à faire. Ça c'est sûr. Mais il y a plein d'autres outils pour le faire aussi. Et donc, voilà, je vous laisse un peu les noms de tools. Je ne vais pas les parcourir. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que dans la communauté, ça se connaît, ça peut être partagé, mais vous les trouverez assez facilement. Il y en a vraiment plein. Donc, voilà le conseil général sur la gestion des leads, c'est vraiment prioriser et puis essayer d'apporter peut-être une approche qui est un peu scientifique, parce que sinon, ce n'est pas possible de gérer ce genre de complexité. Peut-être que tu nous feras un petit post sur LinkedIn pour nous faire un listing des tools qui te semblent être les plus pertinents. Ok, Ou pas. Je prends note. On a une question de… Pas de pression, mec. On a une question de Valérian qui dit bonjour Mike, merci pour ce partage. L'étape du verbal agreement dans un cycle de vente B2B est plus courant et facile sur des négos physiques. Mais comment bien réussir dans le digital? Ok. Non, ça ne change pas des masses. C'est plus une barrière psychologique qu'autre chose. C'est-à-dire que la chose qui se passe, c'est que quand on est sur un meeting qui est physique pour avoir ce verbal agreement, on va lire les perceptions de l'autre. Donc, on va ressentir quelqu'un et c'est souvent fait face à un ressenti. Le ressenti, c'est jamais suffisant dans un process. Il faut avoir un funnel qui est assez standard en disant, voilà, est-ce qu'il a validé mon besoin? Est-ce que j'ai créé ma proposition de valeur qui fait du sens? Est-ce que j'ai exclu les questions compétition, combien ils sont dans la shortlist, etc. Donc, le problème, c'est toujours le même. Si on est confronté au problème au niveau du verbal agreement, c'est qu'on n'a pas posé assez de questions au début. Donc, il faut revoir un petit peu son process pour être sûr que les questions sont posées. Et maintenant, quand on est dans le verbal agreement, il ne faut pas changer la méthodologie. En B2B, la plupart du temps, on fait un meeting et après, il y a 10, 20 coups de téléphone avec le client. Ça ne change rien. Donc, on peut proposer un Zoom, on peut proposer d'autres vidéo tools. Au passage, il y a Whereby qui est cool aussi pour les gens qui veulent payer du gratuit. Jusqu'à 4 personnes, c'est gratuit. Donc, pour faire ça, envoie un lien, c'est simple. Donc, on peut aussi communiquer avec ces tools-là. C'est aussi une startup qui fait ça. Donc, vous communiquez et le fait d'être en échange visuel, les choses sont identiques. Et il faut aussi penser que tout le monde est dans la même situation. Donc, il n'y a pas de désavantage. Si vous étiez il y avait d'autres concurrents qui ont la possibilité d'interagir physiquement, je comprendrais le point de dire, OK, physiquement, je suis en défaillance. Mais là, c'est pareil pour tout le monde. Donc, si c'est pareil pour tout le monde, il faut y aller. C'est celui qui sera le plus audacieux qui va gagner. Donc, dans la phase de verbal agreement, il ne faut surtout pas avoir peur. Proposer des WebEx s'il y a besoin. Proposer un visuel et puis continuer à prendre son téléphone et appeler et pour dire OK, c'est pour quand. Et si vous créez ce caractère urgent, la décision, elle se fera. Valérian, il accompagne des banques en particulier. Ouais. Elles sont parfois un peu frileuses à l'utilisation d'outils non sécurisés avec Visio. Toi qui as accompagné quelques fintechs, est-ce que tu préconises un outil en particulier qui les mette plus à l'aise pour pouvoir prolonger les échanges dans un monde digital? Oui, honnêtement, alors il y a deux choses. Hein.
dans ça. Zoom, tout le monde l'utilise aujourd'hui, hein, toutes les banques. Donc, n'ayez pas peur, tous les liens moi, que j'ai reçus des banques, ils viennent tous de Zoom. Donc, Zoom, c'est intégré dans leur système, même si on entend dans les publications sur les newspapers que ce n'est pas forcément un end-to-end encryption. Donc, ça s'utilise. Sinon, la deuxième option, c'est souvent d'être juste un peu innovateur. Et il y a des choses toutes basiques. Si la personne en face de vous, elle a un iPhone, vous lui proposez un FaceTime. Donc, les gens sont chez eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font concrètement, les gens qui travaillent dans les banques? Ils prennent un PC et ils vont se connecter à un VPN. Donc, le VPN leur permet de se connecter à leur environnement dans la banque. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un téléphone, qu'ils n'ont pas d'autres outils. Donc, c'est juste rester dans cet esprit startup. On propose des solutions et les gens vont être open. Donc, il ne faut pas avoir peur de proposer ce type de solution. Donc, Zoom, oui, c'est une solution si la personne le fait. Sinon, c'est de la même manière sur les banques. Demandez-leur à eux de vous envoyer le lien. Ils sont obligés de le faire. Toutes les équipes dans les banques, ils sont obligés de se voir le matin et de se faire un call matinal. C'est leur réunion ou hebdomadaire. Donc, ils ont les outils. Donc, n'hésitez pas à demander aux gens de le faire pour vous. C'est plus simple. Sinon, utilisez des choses alternatives et les gens le feront. Donc, il y a plein d'outils sur différents téléphones mobiles, etc. Proposez-leur ce genre de choses et ça se fait facilement. Donc, je ne pense pas que ça soit… Je reconnais dans le système bancaire, la chose qui se passe dans les banques, c'est qu'ils sont plus lents que tout le monde. Donc, que les process vont prendre plus de temps, ça, c'est certain. Par contre, l'opportunité aujourd'hui des gens qui vendent aux banques, elle est énorme parce qu'ils sont en train de faire cette prise de conscience qui est attendue depuis des années en leur expliquant qu'il faut se digitaliser, il faut aller sur des solutions alternatives. Ils freinent. Le fait de cette crise leur ouvre des potentiels énormes. Et on voit bien que le marché sur la partie fintech, il commence à prendre une dimension beaucoup plus grosse parce que les gens ont besoin de ça. Donc, les banques devront répondre à ces problématiques. Donc, je pense que ça aide beaucoup à les sensibiliser sur ce type de solutions et de manière de travailler alternative. Ok, merci de nous avoir réconfortés. On a une question de Riyad. On sort un peu de secteur d'activité pour aller dans le monde de la food tech. Faut-il privilégier une campagne d'emailing ou téléphonique durant cette période? Et quel sera le moment le plus pertinent pour lancer la campagne? ASAP ou bien 2 semaines avant la reprise? Tout dépend. Tout dépend. Dans la food tech, c'est quand même assez large. Donc, la première question, c'est le produit, il est fait pour quand? Donc, si le produit, il est fait pour la partie du lancement après crise, bon, ça ne sert à rien de lancer maintenant, ça ne marchera pas, il n'y a pas d'audience en face. Si le produit répond à une problématique d'aujourd'hui, il faut le faire. Donc, ensuite, donc pour moi, c'est ça. Donc, il faut vraiment choisir le timing en fonction de la réceptivité de son audience. Quelqu'un qui n'est pas prêt à écouter, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça revient à la problématique de base de dire on n'est pas là pour se mettre en avant, on est là pour dire au client je peux t'aider. Et dans la phase de crise, c'est ça le plus important. Donc, le message qu'il faut qu'il soit donné à l'utilisateur, c'est dire je suis là pour vous aider. Et comment je vais t'aider, pourquoi je vais t'aider, c'est ça qu'il veut entendre, rien d'autre. Même si ça ne crée pas forcément un engagement direct, une vente automatique avec un email ou avec une communication, peu importe le moyen de communication, ce qui est important, c'est de dire à quelqu'un je veux t'aider. La deuxième chose, c'est les moyens de communication qui marchent pas mal en ce moment, c'est WhatsApp. Donc, il y a possibilité de faire des WhatsApp campaigns. Et sur une WhatsApp campaign, ça, c'est assez alternatif. C'est beaucoup utilisé dans d'autres pays dans le monde, peu sur le marché français. Ça, c'est une manière de le faire. Et une autre méthode qui marche vraiment très bien, c'est Messenger. Donc, beaucoup de gens pensent à Facebook en faisant de l'ADS. Et l'ADS, ce n'est pas forcément suffisant parce que c'est vraiment du large, large. Et si on veut vraiment faire du ciblé, des campagnes sur Messenger, ça fonctionne très bien. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense. Pour moi, Foodtech, je dirais, à Messenger, ça peut être très percutant. Ouais. Ok, donc là, tu répondais plutôt Foodtech B2C. Ouais. On a une autre question qui nous dit, donc dans le secteur de la grande distribution, nous commercialisons une application auprès de la grande distribution. Comment faire pour les intéresser, même dans les conditions actuelles? Alors là, on a été confronté aussi au même problème. J'avoue que c'est très dur. C'est très dur parce qu'ils ont leur chemin de priorité. Et si on n'est pas sur le chemin de priorité, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, sur la grande distribution, on a un de nos clients qui s'engage sur ces dimensions-là. On a constaté la chose suivante, c'est que
Ils ont d'énormes problèmes sur la supply chain en ce moment. Donc, être sûr de pouvoir approvisionner. Ils ont des problèmes de staffing. Ils ont des problèmes qui sont liés sur les parties finances. Et ça, c'est top de la liste. Donc, toutes les ressources sont ces parties-là. Donc, il est très difficile de vendre à quelqu'un qui n'est pas réceptif. Par contre, a fortiori de cette situation-là, les gens qui sont sur les parties produits, qui sont sur les élaborations de l'offre, des offres, eux, je ne dirais pas qu'ils sont en chômage partiel, mais ils n'ont rien à faire. Donc, ils sont ultra réceptifs. Donc là, nous, on a eu, pour ce client-là en question, on a eu 2 meetings, c'est sur le marché français d'ailleurs, pour eux, sur des 2 gros GMS, donc grande et moyenne distribution, qui nous ont demandé de repartir à la discussion pour élaborer des solutions à partir du 15 avril. Donc, ils ont une semaine de flottement parce qu'ils n'ont rien à faire. Donc, cette réceptivité-là, on ne l'avait pas il y a 2 mois. Ils étaient toujours sous l'eau. Donc, je ne pense pas qu'il est possible, si on n'a pas une solution forte, de faire un clôture de deal, si on n'est pas dans les axes de priorité. Par contre, avancer dans le process, c'est tout à fait faisable. Donc, il faut y aller. Faut pas, on peut continuer à construire l'offre et à entendre et à avancer. Les juristes ne sont pas dispo, donc c'est difficile d'aller sur les phases de closing. Mais il faut préparer le terrain pour quand on va sortir. Ok, intéressant. Donc, chercher de nouveaux interlocuteurs plus disponibles au sein de la boîte. C'est ça. Je regarde un petit peu les questions qui nous restent ouvertes. Quand vos clients sont les plus touchés, j'ai l'impression qu'on a déjà répondu à celle-là. Quand vos clients sont les plus touchés, comment faire? Certains vous disent que ce n'est pas le moment. Et ouais. Je suis la deuxième qui se rapproche un peu de ça. Je suis tout autant touchée que mes clients. Que faire pour répondre à leurs besoins tout en répondant au mieux? Ouais, la vérité, c'est jamais le moment. Donc, la réponse, c'est celle que je disais juste avant. Il faut toujours commencer par écouter et être dans l'empathie. Et si vous écoutez, les gens, ils vous donneront leurs problématiques. Il faut être assez à l'écoute pour identifier les pain points. Ensuite, il faut pas non plus être, il faut être pragmatique. On n'est pas là pour les écouter tous. Et, donc, sinon, vous allez perdre un temps incroyable et il y a des psychologues pour ça. Mais honnêtement, c'est pas parce qu'ils sont dans une situation difficile qu'il faut avoir peur de les appeler. C'est dans les situations difficiles que les gens vous feront confiance parce qu'ils ne seront pas appelés. Le nombre de gens, le nombre de prospects qu'on a au téléphone, et quand on les appelle, ils sont disponibles toute la journée. Ils n'étaient pas disponibles avant et personne ne les appelle parce que tout le monde pense qu'ils sont au bout du bout. Et au final, quand on leur parle, on arrive toujours à identifier un petit quelque chose. C'est peut-être pas pour aujourd'hui, c'est peut-être sur le monde de demain. Mais le fait que vous maintenez le contact, ils ne vous oublieront pas demain. Parce qu'on n'oublie jamais les personnes qui ont été là pendant les phases difficiles. Donc, je pense que c'est extrêmement important de maintenir le lien. Ok, merci beaucoup. On a 2 nouvelles questions. Une de Chou. Quel est ton avis sur des services produits dans le domaine de l'environnement et de l'écologie? Est-ce que les entreprises vont mettre l'écologie au 2e plan? Est-ce qu'on peut se faire entendre par les directions RSE de grands groupes en ce moment? Ah ouais, franchement, c'est là c'est plus. J'ai pas de clients ou de retour direct d'expérience sur les gens qui font sur les parties environnementales. La seule chose que je peux partager, c'est plus personnel que professionnel. Donc, en même temps, je fais un petit clin d'œil à mon partenaire, donc qui doit être dessus, Kim. Il est passionné sur ces choses environnementales. Et aujourd'hui, on analyse pas mal les flux de marché sur la bourse. Les gens qui sont sur l'environnemental, les stocks, ils explosent. Donc, il y a une réelle prise de conscience des gens de se dire on a vécu une crise sanitaire, on est dedans. Et est-ce qu'on veut demain que le monde soit meilleur? Oui. Donc, je pense que vraiment sur cette partie-là, il y a d'énormes probabilités que si on veut un monde sustainable, ça va aller là-dessus. Donc, moi, je dirais, les gens qui sont dans cette dimension-là et qui ont une vraie compétence, ce n'est pas le moment de baisser les bras, il faut y aller. Hein. Donc, après, comment faire? C'est vrai, sur ce domaine-là, je n'ai jamais eu un client qui était directement lié et je n'ai jamais eu à traiter une phase purement commerciale sur comment gérer les problématiques environnementales. Mais je pense que c'est un peu la même chose que pour le reste. En tout cas, sur cette dimension-là, je pense que le potentiel, il est fort. Ok, merci.
Oui. On a 2 questions qui tournent autour des partenariats, notamment une de Christophe qui nous dit: pouvez-vous nous en dire plus sur la mise en place de partenariats? Avec qui, comment, quelles possibilités de deal? OK. Donc, sur ça, la chose qui se passe, c'est que c'était assez marrant. C'est un client qui m'appelle et qui me dit, voilà, moi, je vends aux petits commerçants et ils sont tous fermés. Donc, je suis down. Il me dit, écoute, test tendance, etc. Et puis, on en discute un petit peu. Et puis, on arrive à la solution de dire, en fait, si moi, je ne les ai pas, les petits commerçants, il y en a forcément d'autres qui les ont. Donc, il y en avait qui les avaient avant la crise et qui les ont toujours. Donc, le seul moyen d'accéder à eux, c'est de faire un ricochet. Donc, en passant par un partenariat, c'est la possibilité rêvée de le faire. Donc, c'est s'associer pour dire, voilà, j'ai un besoin, j'ai besoin d'avoir accès à ces personnes-là qui les sert, mais qui n'est pas dans mon marché de compétition. Donc, c'est vraiment la démarche, c'est celle-là, c'est de dire, je vais chercher, c'est le consommateur final. Donc, je prends juste cet exemple-là, mais le consommateur final, c'est le salon de coiffure, bref, le magasin de proximité, qui a accès à ces gens-là, qui ne fait pas la même chose que moi. À partir du moment où il ne fait pas la même chose que moi, je peux lui proposer, lui, de mettre en avant mon service, et moi, je mettrai en avant le sien. Et donc, de facto, comme on n'est pas sur la même chose, on peut se retrouver sur un partenariat stratégique où on va avoir un sharing commission fee ou peu importe, enfin, bref, un business model qui plaît aux deux. Et de facto, j'ai fait du business, j'ai réussi à faire grossir mon business sans avoir accès aux petits clients. Chose qu'avant, on était complètement bloqué. Tout le monde se pensait que je suis dans le même domaine, donc moi j'ai ma force de vente, je suis meilleur que toi, donc je vais y aller. Et on ne pensait pas forcément à ces solutions-là. Ces solutions aujourd'hui de partenariat, si on les pousse et qu'on les réfléchit, l'approche elle est facile. Et quand vous appelez quelqu'un en disant, écoute, tu sais que toi aussi ton business il est bloqué, moi je pourrais t'apporter un truc nouveau à vendre dans ton offre. Ah, pourquoi pas, et toi, c'est quoi mon avantage? Et vous allez voir les avantages des uns et des autres. Mais c'est en s'intéressant, en échangeant, que ça fonctionne. Donc, je pense que c'est ça la base, c'est de trouver quel est le client final qu'on sert ensemble et d'essayer d'être dans une dimension où on trouve une complémentarité avec quelqu'un qui ne fait pas ce que je fais. Voilà, pour répondre à la question. Ok, merci Mike. Alors, attends, il y a une question qui touche le recrutement. Quelle est l'approche qu'il faudrait avoir avec nos clients pour continuer à développer le business et créer de nouveaux partenariats, ainsi que continuer à staffer malgré la situation actuelle? Wow. J'imagine que c'est une gestion des priorités, mais je te laisse la parole. Honnêtement, c'est une question qui n'est pas simple du tout. C'est pas simple. Et là, c'est plus un partage en tant qu'entrepreneur que réellement sur la dimension commerciale. Donc, c'est la question que tout le monde fait. Il faut un peu revoir ses priorités et son business plan. Donc, où est-ce que vous voulez mettre les priorités? Comment vous voulez les organiser? Quels sont les points qui sont nécessaires à pivoter? Donc, je pense que c'est important de se remettre en question sur cette partie-là. Après, il y a un grand speaker qui disait que le business plan, ça échoue jamais sur un bout de papier, ça échoue toujours dans l'exécution. Donc, il faut quand même essayer de tester, échanger et voir. Sur la partie recrutement, le recrutement, c'est toujours lié à une phase assez forte de dire est-ce que j'ai les cash flow pour pouvoir subvenir aux besoins. Donc, il faut voir à quel moment vous positionnez sur ces dimensions-là. Donc, je pense que la chose préalable à faire, c'est de revoir les points cruciaux sur votre business plan, faire remonter certains aspects. Donc, typiquement, le partenariat, ça peut être quelque chose qui était plus priorisé dans la dimension commerciale que la vente directe ou la vente digitale, ou etc., en fonction de ce que vous faites. À partir du moment où vous priorisez cette partie-là en plus, il faut être capable aussi de tester, de savoir quelle est la taille du potentiel sur cette partie-là, de pouvoir commencer à mettre des dates. Et en fonction de ça, je pense que les phases de savoir si vous recrutez ou pas recrutez, c'est intéressant. Le dernier point que je peux faire là-dessus, c'est que vous verrez que dans vos équipes, vous serez surpris si vous échangez avec tout le monde qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, c'est aussi intéressant de continuer l'échange au sein de l'équipe parce qu'il y a des gens qui ont des compétences que potentiellement vous ne savez pas. Donc, vous pouvez optimiser aussi vos ressources internes en demandant à des gens de faire des choses qui étaient insoupçonnables et qui se révèlent pendant la crise. Donc, nous,
on a eu ce cas où on doit faire du content writing, on écrivait des petits blogs à droite à gauche. Et forcément, c'est souvent les mêmes personnes qui le font. On a mis ça dans la tâche de quelqu'un d'autre de le faire. Et cette personne, elle s'est retrouvée assez exceptionnelle dans l'écriture, alors qu'elle n'avait jamais fait ça avant. Donc, il y a aussi, ça aide aussi à… C'est ça aussi la crise, c'est que ça bouge un équilibre. Et le fait de bouger l'équilibre, c'est très perturbant. Et je pense que c'était ce qu'on a tous eu la première semaine. On était tous en train de jumper, savoir c'est quoi les aides à droite, c'est quoi les aides à gauche, comment je peux faire. Et une fois que vous avez passé cette phase-là, vous gérez sur l'innovation et on pousse les gens à se révéler. Et c'est assez sympa. Voilà. Magnifique, Mike. Il nous reste 2 minutes pour conclure, donc on ne pourra pas prendre plus de questions, mais je crois qu'on a fait le tour de la plupart des questions. En tout cas, c'était hyper clair. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Juste pour rebondir sur le point RSE qui était évoqué tout à l'heure, j'en profite, je fais un peu de pub. On a un webinar vendredi. Donc ce vendredi, à 14h toujours. Le sujet, c'est l'impact, un vrai sujet pour les licornes et les investisseurs de demain. Et donc notre intervenant, c'est Alexandre Lemy, qui est DG chez Anthesis France. Donc, je pense qu'il nous en dira peut-être un petit peu plus sur à quel point, en tout cas, les startups, les produits, les services qui s'intéressent au développement durable et à l'impact de manière générale intéresseront des investisseurs à la suite de cette crise. Donc voilà, rendez-vous vendredi à 14h pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Quoi qu'il en soit, Mike, un immense merci pour aujourd'hui. C'était un plaisir. Et merci juste à la fin à 106 participants. Donc, c'est au-dessus de la barre des 100. Ça fait plaisir. Merci à vous. Bravo. Merci beaucoup. Et, plein merci de merci reçus par les participants dans l'onglet Q&A et converser. Je ne sais pas si tu les vois. Ouais. En tout cas, pour les participants, sachez que vous retrouverez le replay de ce webinaire en ligne sur notre chaîne YouTube, Le Village by à Paris, dès ce soir. Et on se retrouve demain à 14h avec Nicolas Deruel, qui est chargé du programme Startup à la CCI Paris et qui répondra à l'ensemble de vos questions sur les aides financières mises en place par l'État dans le cadre de la crise Covid-19. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et on se retrouve tous demain à 14h. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mike. Salut. Audrey, on se connecte où pour le point référent que tu as proposé? Je vous fais un petit zoom dès maintenant. Je vous l'envoie. T'envoies? Ouais, une réunion, ça suffit, hein? Ouais. Ouais, c'est une réunion, ouais, faut faire plus. Ok, je vous l'envoie de suite. Ouais. Pas tout le monde. Ouais, à tout de suite. À tout de suite.